Salut! L'histoire que je vais vous raconter a eu lieu à New York. Une fois que vous l'aurez entendue, je suis sûr que vous voudrez la partager avec quelqu'un. Car elle est intéressante de bien des façons. Vous serez certainement impressionné par la fin aussi. Notre histoire commence lorsque Bobby, 19 ans, arrive à l'université où il va étudier. C'était son premier jour à l'école. Naturellement, il ne connaissait personne. C'était la première fois qu'il s'éloignait de sa famille. Il était excité et un peu nerveux. Il allait loger dans un dortoir du campus. Il voulait aller s'installer dans sa chambre tout de suite. Alors qu'il se dirigeait vers le dortoir, en portant sa valise, des choses étranges ont commencé à se produire. D'autres étudiants le saluaient en lui disant « Salut, quoi de neuf ? Comment ça s'est passé ton été ? C'est cool de te revoir. » Ils semblaient tous le connaître. Même s'ils se comportaient comme ses amis, c'était la première fois que Bobby les voyait. C'était presque comme une blague de caméra cachée. Finalement, il est arrivé à son dortoir. Quand il est entré, quelqu'un a crié « Bon retour, Eddie !» Eddie ? Qui c'est ? Quelqu'un d'autre a dit « Salut, Eddie !» Il n'en pouvait plus. « Mon nom n'est pas Eddie !» a-t-il dit. La personne lui a souri en disant « T'es si drôle, Eddie !» Bobby a trouvé sa chambre. Il a commencé à défaire sa valise. On a frappé à la porte. Quand il l'a ouverte, il y avait un type d'environ son âge. Alors que Bobby attendait qu'il dise quelque chose, les yeux du type se sont élargis. Il est resté sans voix pendant un moment. Puis il a demandé « Tu es né le 12 juillet ?» Quand Bobby a dit « Oui », le gars a dit « Tu as été adopté, non ?» Bobby a encore dit « Oui » et l'étudiant a dit « Tu ne vas pas le croire, mais tu as un jumeau. Il s'appelle Eddie. Je suis le meilleur ami d'Eddie. » « Tu lui ressembles beaucoup, mais je savais que t'étais pas Eddie, » a-t-il dit. C'est ainsi que Bobby a découvert qu'il avait un jumeau nommé Eddie, dont il n'en savait rien jusqu'à présent. Sans perdre de temps, il est monté dans la voiture de l'ami d'Eddie, et ils ont conduit jusqu'à la ville où vivait Eddie. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Bobby a frappé à la porte. Un instant plus tard, quelqu'un qui lui ressemblait a ouvert la porte. C'était Eddie. Ils étaient tous les deux très surpris. Ils ont eu l'impression de se regarder dans le miroir. Bien sûr, il était naturel pour eux d'être aussi surpris. Si vous aviez grandi avec un jumeau, il ne serait pas aussi choquant de voir quelqu'un qui vous ressemble. Mais ils n'ont su qu'ils avaient un jumeau qu'à 19 ans et ne se sont rencontrés qu'à ce moment-là. C'était à l'époque d'avant Internet. Il y avait les journaux, la télévision et la radio. Lorsqu'un journal en a entendu parler, il a immédiatement envoyé un journaliste. Le journaliste a écrit sur Bobby et Eddie qui venaient de découvrir qu'ils étaient jumeaux. Un photographe a pris des photos d'eux. Quand l'histoire a été diffusée, tout le monde en parlait. Mais ce n'était pas fini. Il y a eu un autre rebondissement à l'histoire. Ailleurs dans le pays, une mère courut dans la chambre de son fils. Elle essaya de le réveiller. « David, lève-toi! Tu dois voir ça !» Elle criait et lui montrait le journal qu'elle tenait. David s'est finalement levé. Il a pris le journal à sa mère et a lu le titre. Des jumeaux séparés à la naissance se retrouvent après 19 ans. Il a regardé la photo de l'histoire. Lorsqu'il a réalisé que les deux personnes sur la photo lui ressemblaient, il a sauté de son lit. Lorsqu'il s'est calmé, il a appelé le journal, leur a expliqué sa situation et a demandé un numéro de téléphone où il pouvait joindre les jumeaux. Bien sûr, les gens du journal ont été surpris aussi. Ils lui ont donné le numéro d'Eddie. David a appelé le numéro. La mère d'Eddie a décroché. « Ils ne sont pas jumeaux, ils sont triplés, et je suis leur frère », a-t-il dit. Elle était si choquée qu'elle a laissé tomber le téléphone. Les triplés ont organisé une rencontre immédiatement. Même s'ils venaient de se rencontrer, ils ont tout de suite eu l'impression d'avoir grandi ensemble. Grâce à leur lien particulier, ils ne se sont jamais sentis étrangers les uns envers les autres. Tout le monde était intéressé par leur histoire. Ils ont été interviewés dans différentes émissions télé. Ils devenaient célèbres. Mais tout le monde dans le pays connaissait les triplés qui se sont retrouvés à 19 ans. Mais comment ont-ils été séparés en premier lieu ? Tout d'abord, ils ont tous été adoptés. Une agence d'adoption privée de New York les a confiés à 3 familles différentes. Ces couples ne savaient pas que l'enfant qu'ils avaient adopté était un triplé. L'agence leur avait caché ce fait. Après avoir appris ça, les familles adoptives se sont réunies et sont allées à l'agence d'adoption.
elles ont eu un entretien avec la direction. La première question était: pourquoi ne pas nous avoir dit que ces enfants étaient des triplés? Il était impossible de trouver une famille qui accepterait les 3 bébés. C'est pourquoi nous avons dû les séparer, ont-ils expliqué. Les 3 familles ont dit: si vous nous l'aviez dit, nous les aurions pris, nous les aurions pas séparés. Ils n'étaient pas satisfaits par l'explication de l'agence. Ils ont quitté l'agence en colère et frustrés. L'un des pères s'est rendu compte qu'il avait oublié son parapluie là-bas. Il est retourné le chercher. Il a vu quelque chose d'étrange quand il est retourné dans la salle de réunion. Il a vu les personnes qu'ils avaient rencontrées ouvrir une bouteille de champagne et trinquer. Les responsables de l'agence étaient en train de faire la fête. Il a pris son parapluie et est parti. Il a décrit ce qu'il avait vu aux autres parents. Bien sûr, ils étaient choqués. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils célébraient après un entretien aussi tendu. Des années plus tard, ils allaient apprendre que l'agence leur avait menti ce jour-là. Il y avait une autre raison pour laquelle ils les avaient séparés. Ils fêtaient le fait qu'ils avaient réussi à garder cette raison secrète. Quelle était cette véritable raison? Vous le découvrirez bientôt. À l'époque, les triplés étaient heureux d'être réunis après tant d'années. Ils ont emménagé ensemble. Chaque jour, ils voyaient à quel point ils se ressemblaient. Par exemple, ils ont découvert qu'ils aimaient le même type de vêtements, la même nourriture, les mêmes couleurs et même les mêmes marques. Le plus drôle, c'est qu'ils complétaient les phrases les uns des autres. Ainsi, même s'ils avaient grandi dans 3 foyers différents, ils se ressemblaient beaucoup. Les frères continuaient à apparaître dans des émissions télé en tant qu'invités. Ça les a rendus encore plus célèbres. Les gens dans la rue leur disaient: « Pourquoi vous ne faites pas un film? On veut vous voir sur le grand écran. » Les frères ont compris qu'il était temps de monétiser leur nouvelle célébrité et ont ouvert un énorme restaurant qu'ils ont appelé Triplets. Le restaurant était rempli, les gens voulaient voir les célèbres triplés. Les affaires étaient vraiment bonnes. Ils ont gagné plus d'1 million de dollars à la fin de leur première année. Pendant ce temps, un journaliste avait découvert quelque chose d'énorme. Un pédopsychiatre avait lancé une étude secrète des années auparavant. Pour ce projet, il avait passé un accord avec une agence d'adoption privée. L'agence allait séparer des jumeaux et les donner à des familles de statuts socio-économiques différents. Car le but de l'étude était de déterminer à quel point ils seraient différents s'ils étaient élevés dans des familles différentes. Le pire, c'est qu'ils cachaient à la famille adoptive le fait que leur bébé avait un jumeau. Vous avez compris, non? La mère des triplés a amené ses bébés à cette agence d'adoption. Dans le cadre de cette étude secrète, l'agence a donné les triplés à 3 familles de statuts différents. Pour mieux comprendre, examinons les familles de Bobby, Eddie et David. Le père de Bobby était médecin et sa mère était avocate. C'était un couple bien éduqué. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils vivaient dans un quartier riche. Le père d'Eddie était instituteur. Il n'était ni riche ni pauvre. C'était une famille de classe moyenne. Ils menaient un style de vie adapté à leurs revenus. Et enfin, la famille de David était de la classe ouvrière. C'étaient des immigrés. Ils étaient les moins éduqués parmi les parents. Ils tenaient une petite épicerie et avaient du mal à joindre les 2 bouts. On voit donc clairement que l'un des triplés a été donné à une famille ayant un niveau de revenu et d'éducation plus élevé. Une autre à une famille de classe moyenne. Et le 3e à une famille à faible revenu ayant un niveau d'éducation plus faible. Il a également été découvert que les personnes qui menaient cette étude secrète rendaient régulièrement visite aux enfants. Ils effectuaient des tests d'intelligence et de personnalité qui duraient des heures. Ils les observaient dans leur vie quotidienne et prenaient des notes. Par exemple, pour voir s'ils avaient des différences dans leur coordination œil-main, ils filmaient les enfants jouant au frisbee. Ces visites ont duré, jusqu'à ce qu'ils aient environ 9-10 ans, puis elles se sont soudainement arrêtées. Alors pourquoi les familles ne s'étonnaient-elles pas de ces visites? Ce sont des tests que nous effectuons sur chaque enfant adopté. Nous devons suivre ces enfants en tant qu'agence, leur a-t-on dit, ce qui était faux. Comme on le sait maintenant, les tests étaient effectués pour l'étude secrète. Le journaliste qui a découvert cette horrible vérité a aussi trouvé les psychiatres derrière l'étude. Il a appris que l'étude a continué pendant environ 10 ans, puis a été arrêtée. Les résultats n'ont pas été communiqués au public, car on pensait qu'ils susciteraient une réaction négative. On sait tous que les documents relatifs à cette affaire restent scellés dans les archives de l'université de Yale. Le journaliste a aussi retracé les enfants utilisés dans l'étude et a rendu visite à ceux qu'il a pu trouver. Bien sûr, ils étaient tous adultes. Il a vu que les jumeaux séparés à la naissance souffraient d'une dépression chronique à des stades ultérieurs de leur vie, y compris les triplés. Ils avaient de très graves problèmes de santé mentale. Tragiquement, l'un d'entre eux, Eddie, est mort alors qu'il n'avait que 33 ans.
Salut les gars, je m'appelle Laura. Vous devez sûrement redouter d'être coincé dans un ascenseur. Que diriez-vous de rester coincé dans un ascenseur pendant 7 heures avec votre pire ennemi? Ça a l'air horrible, non? Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Mes parents ont divorcé quand j'étais toute petite. Je suis plus comme mon père. Ma mère et moi ne nous entendons pas très bien. On a réussi à se supporter pendant un certain temps. Mais les choses se sont beaucoup aggravées récemment. Un jour, nous avons eu une grosse dispute. Quand ça arrive, j'ai l'habitude d'aller chez mon père. J'ai fait mes valises, fermé la porte et je suis partie. On vit dans un immeuble de 16 étages avec 2 ascenseurs. Un grand, un petit. J'ai appelé l'ascenseur. Le petit est arrivé. J'aurais voulu que ce soit le grand, me suis-je dit, parce que je suis claustrophobe. Quand je suis dans un endroit étroit, ma poitrine se serre et j'ai du mal à respirer. Si j'y reste longtemps, je perds le contrôle et j'ai une crise de panique. Mais ce jour-là, je voulais m'éloigner de ma mère le plus vite possible, alors j'y suis entrée. En descendant, il s'est arrêté au 6e étage. J'espère que ce n'est pas Blandine, je pensais. Et puis j'ai vu que c'était elle. Blandine est la seule ennemie que j'ai. Malheureusement, on vit dans le même immeuble. Elle était au téléphone et avait l'air énervée. Je suis à la maison, où tu veux que je sois? Je rentre dans l'ascenseur. Je vais prendre la connexion. Je te rappelle, a-t-elle dit. La porte de l'ascenseur s'est fermée. Elle a remarqué qu'elle n'était pas seule. Elle allait dire bonjour, mais quand elle a vu que c'était moi, elle n'était pas contente. « Oh, super !» a-t-elle dit. Et elle s'est mise à appuyer sur les boutons au hasard. Elle voulait descendre avant qu'on atteigne le rez-de-chaussée. « T'inquiète, je mords pas », lui ai-je dit. Elle m'a froidement répondu « Tu ne pourrais même pas si tu le voulais ». Quand elle a dit ça, l'ascenseur s'est mis à trembler et s'est arrêté, comme s'il était suspendu en l'air. Blandine a attendu que la porte s'ouvre pour pouvoir sortir. Ne s'ouvrant pas, elle a appuyé sur le bouton « Ouvrir ». Il ne s'est rien passé. Elle a donc recommencé à appuyer sur les boutons au hasard. Je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai dit « Tu vas arrêter de faire ça? C'est ce qui nous a bloqués au départ. » Elle m'a regardée pour la première fois. « À cause de moi? Je pense que tu devrais arrêter de blâmer les autres pour les mauvaises choses qui t'arrivent, a-t-elle dit. Je savais ce qu'elle voulait dire par là, mais je me suis tue parce que je transpirais déjà. Il fallait que je sorte de là dès que possible. J'avais eu 3 crises de panique dans ma vie. Je savais à quel point elles étaient horribles et je ne voulais pas en avoir une autre. J'ai essayé d'ouvrir les portes de l'ascenseur. J'ai tiré aussi fort que j'ai pu, mais ça n'a pas marché. Blandine a commencé à frapper la porte. Elle criait « Y a quelqu'un? On est coincé dans l'ascenseur! Y a quelqu'un? » On était probablement coincé entre 2 étages. Il était donc peu probable que quelqu'un nous entende. Blandine a sorti son téléphone. Elle savait qu'il n'y avait pas de réseau dans l'ascenseur, mais elle voulait quand même essayer. Elle a essayé d'appeler quelqu'un, mais bien sûr, ça n'a pas marché. On savait qu'à la seconde où on entrait dans un ascenseur de ce bâtiment, on perdait la connexion et Internet. Blandine se tenait juste devant les boutons. « Tu peux te décaler ?» ai-je demandé. Elle l'a fait. Comme je le pensais, il y avait un bouton d'urgence avec le sigle alarme en bas. J'ai appuyé très longtemps sur ce bouton. On n'a rien entendu. L'alarme devait donc sonner ailleurs. Mais où? Quand la personne qui entendait l'alarme viendrait-elle? Et comment nous ferait-elle sortir d'ici? Ma poitrine a commencé à se resserrer. Maintenant, en plus de la transpiration, j'avais aussi du mal à respirer. Blandine s'est assise par terre. Elle a sorti un paquet de biscuits de son sac et a commencé à manger. Je me suis souvenu que je n'avais pas pris de petit déjeuner. Ça aurait été bien d'en avoir un, mais plutôt mourir que de demander un cookie à Blandine. De toute façon, on est ennemis. Même si je demandais, elle ne m'en donnerait pas. En fait, j'ai été la première à dire « Tu es mon ennemi ». Ce à quoi elle a répondu « Dans ce cas, tu es aussi mon ennemi ». Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Je suis sûre que vous serez de mon côté quand je vous raconterai ce qui m'a fait dire ça. Blandine a emménagé dans notre bâtiment avec sa famille l'été dernier. Je l'avais vue, mais on ne s'était jamais parlé. Quand l'école a commencé, j'ai vu qu'on était dans la même classe. Finalement, on est devenus amis. Comme on vivait dans le même immeuble, on traînait ensemble aussi. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Mais j'ai fini par partager beaucoup de choses personnelles avec elle. Je lui ai parlé du garçon sur lequel j'avais un crush. J'étais amoureuse de John, mais je pensais que je n'avais aucune chance avec lui parce qu'il était un des gars les plus populaires de l'école. Quand je l'ai dit à Blandine, elle a essayé de m'encourager. Elle m'a dit quelque chose comme « Ne te rabaisse pas, fais-lui savoir que t'es intéressée. » Un jour, elle a dit « Je vais essayer de parler à John. Je pense qu'il t'aime bien aussi. Et puis, on verra s'il t'aime bien. »
Alors elle a commencé à trouver des excuses pour traîner avec lui. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit « Je veux te parler d'un truc ». Il m'a invitée chez elle. Il s'est avéré qu'elle et John étaient très proches. Ils s'envoyaient des SMS toute la nuit. Elle a dit sans honte « Je suis consciente de tes sentiments, mais je suis tombée amoureuse de John. Je ne peux rien y faire. » J'étais totalement choquée. « Blandine, tu plaisantes ?» ai-je répondu. « J'ai bien peur que non. S'il te plaît, comprends-moi » a-t-elle dit. Évidemment, il n'y avait pas moyen que je la comprenne. Elle m'avait trahie. Je savais qu'elle aimait vraiment quelqu'un d'autre. Ça n'avait aucun sens qu'elle commence à sortir avec John. On a eu une grosse dispute ce jour-là. Et puis, on a continué à se disputer par SMS la nuit. Le lendemain matin à l'école, je l'ai appelée. « Tu m'as trahi. Tu es mon ennemi maintenant », lui ai-je dit. Elle m'a dit la même chose. On a tout de suite cessé d'être amis. Jusqu'à ce que nous soyons coincés dans l'ascenseur. De toute ma vie, je n'ai eu qu'une seule ennemie et j'étais coincée dans l'ascenseur avec elle depuis maintenant 4 heures. Il n'y avait aucun bruit venant de l'extérieur. On a continué à appuyer sur le bouton d'urgence, mais personne ne venait. Soit le bouton était cassé, soit personne ne vérifiait parce que c'était un week-end. J'avais des vertiges à cause de la faim et de la claustrophobie. J'étais à 2 doigts d'avoir une crise de panique. Tout à coup, l'ascenseur est tombé quelques étages plus bas avec un grand fracas. On a toutes les deux crié. L'ascenseur a tremblé pendant un moment puis s'est arrêté. Quand les choses se sont calmées, j'ai remarqué que Blandine me tenait le bras de peur. Elle a eu honte et s'est éloignée. Quand je l'ai regardée, j'ai souri et elle a souri en retour. Je n'étais plus assez forte pour tenir debout. Alors je me suis assise. Blandine a de nouveau sorti le paquet de biscuits. Elle m'en a proposé. « Je voulais t'en proposer plus tôt, mais j'avais peur », a-t-elle dit. J'ai pris quelques biscuits et Blandine s'est assise à côté de moi. J'étais vraiment étourdie. J'ai donc mangé les biscuits très vite. « Tu sais que je suis claustrophobe ? N'aie pas peur si j'ai bientôt une crise de panique. J'agis comme une folle quand j'ai une crise de panique, mais je ne fais de mal à personne, » ai-je dit. J'ai eu les larmes aux yeux et j'ai dû me retenir de pleurer. Elle a dit « Tu ne m'as jamais parlé de ça ? Ma mère aussi est claustrophobe. Elle ne peut même pas porter un col roulé. » Elle s'est avancée. « Ferme tes yeux. C'est comme ça que je calme ma mère, » a-t-elle dit en me tenant la main. Puis, d'une voix douce, elle a dit « On est sur une belle plage. La mer est devant nous et le ciel est au-dessus de nous. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois ?» Des larmes coulaient sur mes joues. J'ai dit « La mer est devant nous et le ciel est au-dessus de nous. » Elle a continué. On est assise sur le sable. « Tu sens la mer ?» J'étais vraiment détendue. « Oui », j'ai dit. « J'entends les vagues aussi. » Puis, on a entendu quelque chose. « Hé! Hé !» J'ai ouvert les yeux. Ce n'est pas le bruit d'une vague. Je crois que quelqu'un est là pour nous aider, ai-je dit. Et je me suis levée. « Aidez-nous! On est 2 ici !» ai-je crié. Il y a eu une réponse immédiate. « Soyez patiente, je vais vous sortir de là. » Je me sentais déjà mieux grâce à Blandine. Et maintenant, avec l'espoir d'être sauvée, j'allais beaucoup mieux. J'ai commencé à rire tout haut. J'ai regardé Blandine, elle boudait. « On va sortir! Courage !» ai-je crié. Elle a pris une profonde inspiration. « Tu sais, Laura, John est un maniaque du contrôle. Il est tellement jaloux, il m'étouffe. Je veux me débarrasser de lui, mais je ne peux pas rompre avec lui parce que ça te rendrait heureuse. » Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise quelque chose comme ça. J'ai crié de joie. « Quoi? Un maniaque du contrôle? Je déteste les gars comme ça. » Moi aussi. Maintenant que je t'ai avoué ça, je peux larguer John dès qu'on sortira d'ici, a-t-elle dit. L'ascenseur a fait un grand bruit et a recommencé à trembler. On a crié et on s'est serrés l'une contre l'autre. Mais cette fois, on ne descendait pas, on montait. Quand on a réalisé ça, on a commencé à crier de joie. Ils ont lentement remonté l'ascenseur. Ça a pris environ une demi-heure. On pouvait maintenant entendre les voix beaucoup plus clairement. La porte s'est légèrement ouverte. On a vu 2 mains sales dans l'entrebâillement. Puis finalement, les portes se sont ouvertes. Il y avait un type en surpoids couvert d'huile. Il était à bout de souffle. Les gars m'ont appelé quand ils ont reçu votre appel d'urgence, mais j'ai dû installer un fil de sécurité pour vous tirer vers le haut. Ça prend beaucoup de temps. Je suis désolée que vous ayez été coincé ici pendant si longtemps, a-t-il dit. C'était vraiment une expérience terrible, mais on était finalement libre. J'étais si heureuse que j'ai embrassé l'homme.
Blandine et moi avons descendu les escaliers en courant. Une fois dehors, je me suis arrêtée et j'ai regardé le ciel. La vie était belle. Je me suis tournée vers Blandine qui était au téléphone. « Tu appelles John ?» ai-je demandé. « Non. John m'a laissé 35 messages vocaux puisqu'il ne pouvait pas me joindre. Je les écoute, » a-t-elle dit en souriant. On a pris un café et on est allé dans un parc. Blandine a appelé John et lui a dit qu'elle voulait rompre. Après avoir raccroché, elle m'a regardé dans les yeux et s'est sincèrement excusée. « Je suis une ado tellement stupide. Pourras-tu me pardonner ?» a-t-elle demandé. Ces 7 heures qu'on avait passées ensemble dans l'ascenseur nous avaient rapprochés. En tant qu'autre ado stupide, j'ai pardonné à la seule personne qui était mon ennemi. Salut tout le monde, je m'appelle Lucie. Je suis dans un lycée très prestigieux qui est vraiment difficile à intégrer. Les frais de scolarité y sont aussi très élevés. Les gens disent souvent « il faut être intelligent et riche pour être admis dans ce lycée ». Chaque année, l'école accorde des bourses à 50 étudiants. Ces étudiants sont choisis en fonction de leurs résultats scolaires ou sportifs. Je suis dans l'équipe de natation, mais malheureusement, je n'ai pas de bourse. Mon père verse une petite fortune à l'école. Mes meilleures amies, Yasmine et Émilie, font partie de mon équipe. La natation exige de la discipline. On doit s'entraîner régulièrement. On passe donc la plupart de nos journées ensemble. Et comme si ça ne suffisait pas, on aime aussi organiser des soirées pyjama dès qu'on le peut. Émilie n'a pas sa propre chambre, alors on en organise chez moi ou chez Yasmine. Au fait, Émilie reçoit une aide financière. Malheureusement, sa famille ne s'en sort pas très bien. Bien sûr, ça ne nous empêche pas d'être de bonnes amies. Mais je vois bien qu'Émilie n'est pas très heureuse de ne pas pouvoir organiser de fête chez elle. On était chez moi quand tout a commencé. Mes parents étaient à notre maison de vacances, donc on avait toute la maison pour nous. On s'est tellement amusés à faire les choses les plus bêtes toute la nuit. On s'est assises dans ma chambre et on a parlé jusqu'à très tard. Puis, Yasmine est partie dormir dans le salon et Émilie et moi avons dormi dans ma chambre. Le matin, je suis allée dans ma salle de bain. J'ai mis mes lentilles. La veille, j'avais mis ma bague juste à côté de mes lentilles, mais j'ai réalisé qu'elle n'était plus là. J'étais sûre de l'avoir mise là. J'ai regardé autour sans la trouver. J'étais vraiment bouleversée parce que ma mère a fait fabriquer cette bague par son bijoutier pour mon 15e anniversaire. Je suis sûre qu'elle vaut très cher, mais je me fichais de l'argent. Elle avait une énorme valeur sentimentale pour moi. Je me suis habillée et je suis descendue. Yasmine et Émilie préparaient le petit déjeuner. J'allais dire que je ne trouvais pas ma bague, mais je me suis arrêtée. Émilie a dormi dans ma chambre. Ce matin-là, elle a utilisé la salle de bain avant moi. Émilie est ma meilleure amie. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de la suspecter, mais si j'avais dit quelque chose, elle aurait pu mal le comprendre. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Environ 2 semaines plus tard, on était chez Yasmine. La famille de Yasmine est l'une des plus riches du pays. Ils ont une maison gigantesque. Imaginez, vous devez appeler quelqu'un si vous voulez un café. Et une bonne en uniforme l'apporte, comme dans les films. Comme d'habitude, on s'amusait beaucoup. On riait tout le temps. À un moment donné, la mère de Yasmine est venue. « Chérie, Elsa est en train d'accoucher. Tu veux aller à l'hôpital avec ton père ?» a-t-elle dit. Elsa était la chienne de Yasmine et elle était à l'hôpital pour animaux en attendant d'accoucher. Yasmine était si excitée. Elle a dit « Vous devriez aller au lit, je ne sais pas quand je reviendrai. » Et elle est partie. Il était trop tôt pour aller au lit et heureusement, on n'avait pas entraînement le lendemain. On a décidé de regarder une série au lit. On avait besoin d'un ordinateur portable. On a donc cherché l'ordinateur de Yasmine. « Cette pièce est plus grande que notre appartement. Je me demande où il peut être, » a dit Émilie. Je lui ai dit « Regarde autour de toi, je reviens. » Et je suis allée aux toilettes. Oh. Quand je suis revenue, Émilie avait trouvé l'ordi. On a un peu regardé, mais on s'est ennuyé. Elsa a eu ses chiots. Yasmine nous a envoyé des photos d'eux. Ils étaient incroyablement mignons. Puis on a encore traîné un peu. « J'ai mal à la tête, je ferais mieux d'aller dormir, » a dit Émilie. Elle s'est endormie dans une autre chambre et j'ai attendu Yasmine. Le lendemain, ma mère et moi devions aller faire du shopping. Elle a envoyé le chauffeur me chercher très tôt. J'ai dû réveiller Émilie. On l'a déposée chez elle, puis je suis allée retrouver ma mère. On a fait les magasins jusqu'à 14 ou 15 heures. J'étais si fatiguée. En rentrant, j'ai voulu m'allonger un peu et je me suis immédiatement endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais un message de Yasmine. « Je veux te parler de quelque chose », avait-elle écrit. J'étais surprise qu'elle n'ait envoyé qu'à moi. J'étais curieuse et je l'ai appelée tout de suite. « Tu ne peux pas répéter ce que je vais te dire à qui que ce soit, » a commencé Yasmine. Et les choses qu'elle m'a dites m'ont laissé bouche bée. Ces derniers temps, il manque des choses chez moi, à chaque fois qu'on fait une soirée pyjama. « Quel genre de choses ?» ai-je demandé. D'abord, une de mes boucles d'oreilles à perles. Puis une bague. Hier soir, mon bracelet préféré a disparu. Malheureusement, je pense que ça pourrait être Émilie. En fait, je suis presque sûre que c'est elle.
Je voulais savoir si tu avais perdu quelque chose récemment pour que je puisse être sûre à 100% que c'est elle. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais étourdie. J'étais sur le point de pleurer. J'ai juste perdu une bague. Je ne l'ai pas retrouvée après la dernière soirée pyjama chez moi. « C'est tout? Tu es sûre ?» demanda Yasmine. « Peut-être d'autres choses, mais je m'en suis rendu compte que pour la bague. » ai-je répondu. Soudain, je me souvins. J'ai vérifié notre groupe de discussion. Émilie n'avait rien écrit, ce qui était très inhabituel. « As-tu dit quelque chose à Émilie ?» ai-je demandé à Yasmine. J'étais en colère, mais je me suis retenue. J'ai seulement écrit « Pourquoi ?» Elle n'a pas répondu. Ça m'a encore plus énervée. J'ai demandé « Tu n'as rien à me dire ?» Mais ce message n'a pas été transmis. De toute évidence, elle m'avait bloquée. Elle a dû paniquer quand elle a compris qu'elle était démasquée. Après avoir entendu tout ce que Yasmine a dit, j'ai pleuré. Émilie était-elle une voleuse? Comment allait-elle nous faire face? Et comment devrais-je la traiter? Alors que ces horribles pensées me traversaient l'esprit, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Émilie. Je n'ai pas décroché parce que je ne savais pas quoi dire. Elle m'a envoyé un SMS. « Quoi de neuf, meuf ?» Je n'arrivais pas à croire qu'elle faisait comme si de rien n'était. Elle ne pensait pas que Yasmine finirait par tout me dire. Soudain, ça m'a frappée. Si Émilie nous avait volés, elle ne m'aurait pas appelée. Yasmine pourrait-elle se tromper? Il y avait peut-être une autre explication à tout ça, mais je ne pouvais pas demander à Émilie « Es-tu une voleuse ?» Si elle était innocente, elle serait tellement blessée qu'on la soupçonne. En y pensant, j'ai eu une idée. Il y avait en effet un moyen de savoir si c'était vraiment une voleuse. J'ai conçu un petit plan et je l'ai mis en œuvre. J'ai appelé Émilie une demi-heure plus tard. Je lui ai parlé comme si rien ne s'était passé. Mais Émilie avait l'air vraiment troublée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'elle avait un problème de famille. « Tu veux venir chez moi ?» Elsa et ses chiens ont quitté l'hôpital. Yasmine s'occupe d'eux. « Notre chauffeur va venir te chercher. On peut aller à l'entraînement ensemble demain matin. » ai-je dit. Émilie ne voulait pas venir au début, mais quand j'ai insisté, elle a dit oui. Si elle m'avait appelée, il était évident qu'elle pensait que Yasmine ne m'avait rien dit. J'ai donc agi comme si je ne savais rien. On a parlé de tout et de rien, rien d'important. Heureusement, la nuit n'a pas été longue. On s'est couché tôt car on avait entraînement le matin. Je me suis réveillée bien avant Émilie. J'avais réglé mon réveil. Je me suis levée. La veille, j'avais laissé une de mes belles bagues dans la salle de bain. Je suis entrée et j'ai vérifié. Elle était bien là où je l'avais laissée. J'avais aussi mis un bracelet sur la table de nuit. Il était aussi toujours là. Vous avez compris mon plan? J'ai mis mes objets de valeur à différents endroits avant qu'Émilie n'arrive. Et puis j'ai trouvé des excuses pour la laisser seule dans la pièce plusieurs fois. Je me suis réveillée très tôt le matin et j'ai vérifié tous les bijoux que j'avais laissés pour la tester. Tout était encore là. Si elle avait voulu voler, elle aurait pu le faire. J'étais incroyablement heureuse. J'ai réveillé Émilie. « Meuf, il faut qu'on aille chez Yasmine. Il y a un malentendu qu'on doit régler. » Et je dis. Émilie a ouvert les yeux. « Il n'y a pas de malentendu. Je ne parlerai plus jamais à Yasmine. Elle n'est plus dans ma vie, » a-t-elle dit. Qu'est-ce qui se passait? Comment Émilie pouvait-elle dire ça? Je devais tout lui dire puisqu'on devait la disculper. Et je l'ai fait. Émilie a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, elle s'est tue pendant un certain temps. Puis, sans même me regarder, elle a dit « Alors tu m'as testé ?» Elle était offensée, et à juste titre. Je ne savais pas quoi dire. Émilie s'est tournée vers moi et m'a dit « Lucie, c'est Yasmine qui a volé ta bague. C'est une kleptomane. » C'était la première fois que j'entendais le mot kleptomane. Yasmine l'a volée? Pourquoi? C'est quoi une kleptomane? Ai-je demandé. Émilie a pris son téléphone. Elle l'a googlé. La kleptomanie est un trouble psychologique, aussi connu sous le nom de vol impulsif, a-t-elle dit. Puis elle a lu un extrait d'un site web. Les kleptomanes sont impulsifs. Ils sont incapables de résister à l'envie de voler. Ils n'ont pas vraiment besoin des choses qu'ils volent. Ils ressentent un sentiment de soulagement au moment du vol. Mais ils regrettent profondément leur acte par la suite. J'étais encore sous le choc et j'ai demandé « Comment tu sais que Yasmine a un trouble du vol ?» Émilie a commencé à me raconter. On cherchait l'ordinateur portable de Yasmine pour regarder une série le soir où on était chez elle. Je l'ai trouvé quand tu étais dans la salle de bain. Tu te souviens? J'ai hoché la tête. Oui. Émilie a poursuivi. J'allais me connecter à Netflix quand quelque chose a attiré mon attention sur l'onglet ouvert. C'était en rapport avec moi. Je l'ai lu puisque j'y ai vu mon nom. J'ai même pris une photo. Tiens, regarde. J'ai pris son téléphone. J'ai zoomé et j'ai lu. Je peux mettre fin à mon amitié avec Émilie à cause de son parfum. Si tu n'as pas d'argent, alors n'utilise pas de parfum. Grâce à elle, j'ai appris que les parfums bon marché sentent la pisse de chat. Toute la maison pue quand elle vient ici. Même Elsa ne vient pas dans ma chambre. Je n'ai pas pu lire le reste. Je lui ai rendu le téléphone. Émilie a dit « C'est un site de journaux intimes en ligne. C'est le journal de Yasmine. » Malheureusement, elle a laissé son onglet ouvert. Je l'ai vu par hasard.
J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Je n'ai pas aimé découvrir que je sentais la pisse de chat, a dit Emily. Elle tremblait de colère. Elle poursuit en parlant de la façon dont elle est traitée pour sa kleptomanie. Il s'avère qu'ils ont découvert qu'elle était kleptomane lorsqu'elle était très jeune. Mais elle a été traitée pour ça. Des années plus tard, quand ils ont découvert qu'elle volait à nouveau, elle est retournée en thérapie. J'ai été secouée par tout ça. Je comprends tout maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Ai-je demandé. J'ai compris que Yasmine me mentait quand j'ai écouté la version d'Emily. Emily était très bouleversée et elle a envoyé à Yasmine la photo qu'elle a prise de son journal. Yasmine l'a bloquée sans répondre parce qu'elle a compris qu'Emily était au courant de tout, y compris de sa kleptomanie qui était également dans ce journal. Le reste, vous le savez déjà. Yasmine m'a appelée pour cacher ce qu'elle avait fait et m'a dit qu'Emily était une voleuse. Elle a dû penser que je couperais tous les liens avec Emily et que je ne découvrirais jamais qu'elle était la vraie voleuse. Bien sûr, c'est le contraire qui s'est produit. On a arrêté de parler à Yasmine après ça. Quand elle m'a vue avec Emily le lendemain, elle a réalisé que je savais. Elle s'est retournée et a couru. On est toujours dans la même école et la même équipe. On ne lui parle jamais, même si on la voit tout le temps. Elle a trop honte pour nous regarder dans les yeux maintenant.